Alors, on passe au grand 2 petit b, donc le texte de Marx. Donc j'ai donné comme titre: Dans le travail industriel, la mécanisation déshumanise le travail en subordonnant le travailleur à la machine. Alors, dans ce texte, assez clairement, la question que se pose Marx, c'est est-ce que la mécanisation du travail change quelque chose au travail lui-même? C'est-à-dire, finalement, entre se servir d'un outil et se servir d'une machine pour travailler, est-ce qu'il y a une vraie différence? Bon. Alors, il faut savoir que le contexte historique dans lequel s'inscrit Marx, c'est celui de la seconde révolution industrielle, c'est-à-dire celle qui arrive globalement sous le Second Empire en France. C'est la période où, dans le secteur secondaire, on va passer de l'ensemble constitué par la manufacture à l'ensemble constitué par l'usine. Alors, quelle différence entre la manufacture et l'usine? Bien, la différence, c'est que dans ce qu'on appelle une manufacture, chaque ouvrier communique avec tous les autres et s'organise avec eux, éventuellement, le plus souvent quand même sous les ordres d'un superviseur, s'organise avec les autres pour travailler. C'est-à-dire que la jonction entre les travailleurs va rester humaine. Les travailleurs dialoguent entre eux, ils se passent leurs outils de travail, ils se passent le contenu de leur travail. Par exemple, on va se passer une balle de coton pour qu'elle soit successivement filée, puis vidée, puis transformée en pull, etc., etc. Donc, on va avoir un maintien des relations humaines au sein de la manufacture. La manufacture, pour Marx, c'est pas un milieu déshumanisant. Le problème, il arrive quand on passe à l'usine. Parce que ce qui va caractériser l'usine, c'est l'idée de spécialisation du travailleur, d'isolement du travailleur et de mouvement autonome de la production. Alors, je vais expliquer ces trois idées. Spécialisation du travailleur, c'est l'idée qui a été développée par Tyler, hein, euh, selon laquelle le travailleur est plus productif quand il est spécialisé. C'est-à-dire quand il fait de façon répétitive une seule tâche et pas plusieurs. Il y a aussi des passages d'Adam Smith dans La richesse des nations qui expliquent que quand vous produisez des aiguilles, bah, si vous devez faire vous-même le packaging, la publicité, la production de l'aiguille, son adaptation à une forme précise et son envoi postal, vous n'allez pas être productif. Vous ferez peut-être 10 paquets dans la journée. Si vous divisez le travail et que chacun s'occupe d'une tâche spécifique, donc on va séparer la production de l'aiguille, la publicité, les commissions postales, les allers-retours entre, par exemple, la mine de fer et le centre de production, bah là, vous allez pouvoir produire 1000, 10 000 paquets par jour. Donc, premièrement, le passage à l'usine, c'est aussi une accentuation de la spécialisation et de la division du travail. Deuxième point, c'est l'isolement du travailleur. Une des conséquences du taylorisme, c'est l'idée que le travailleur va rester à son poste. Il doit faire le moins de mouvements possible dans la journée pour être optimalement efficace, pour avoir une efficacité optimale, pardon. Et donc ça veut dire que si vous restez au même poste de travail toute la journée, vous communiquerez nécessairement beaucoup moins avec vos collègues, avec vos supérieurs, avec les autres personnes humaines qui se trouvent dans l'usine. Donc fatalement, on peut douter de l'épanouissement que peut trouver le travailleur dans ce modèle. Troisièmement, je sais plus ce que je disais, donc j'ai dit donc spécialisation du travailleur, isolement du travailleur, et ah oui, circulation de la production. Euh, la grande, la grande trouvaille de la seconde révolution industrielle, ça va être quand même la chaîne de montage. C'est-à-dire l'idée que c'est le produit qui doit venir au travailleur et pas le travailleur qui doit aller jusqu'au produit. Donc ça veut dire que c'est une machine unique qui va occuper toute l'entreprise et qui va progressivement passer le produit d'un travailleur à l'autre au sein de l'entreprise. Donc on aura le gars qui devra fixer une partie, par exemple, du moteur, si on produit des moteurs de voiture, le deuxième qui devra replacer un cadran, le troisième qui devra adjoindre une nouvelle pièce au moteur, etc., etc., jusqu'à avoir à la fin du processus un moteur de voiture finalisé. Bon. Euh, le problème de cette histoire, je l'ai déjà évoqué dans le cas du texte précédent, mais je le répète, c'est que la ligne de montage prive le travailleur de son agentivité. L'agentivité, c'est cette capacité de réaliser par soi-même une action. En fait, le travailleur devient passif dans la mesure où il est contraint de suivre le rythme imposé par la machine. Donc, on voit que dans ces conditions, le travailleur ne décide pas de ce qu'il produit. C'est-à-dire que par définition, si l'usine produit du métal, il va produire du métal. Il ne décide pas du rythme de la production.
c'est-à-dire que c'est la machine qui va l'imposer. Il ne décide pas des moyens qu'il va employer pour produire, c'est-à-dire de la méthode qu'il emploiera pour son travail. Est-ce qu'il va travailler avec, je sais pas, en mettant les pièces à gauche, à droite, en commençant par soulever le moteur? Il va pas décider de la méthode. Enfin, il décidera pas de ses outils de travail puisqu'ils seront imposés, au même titre que la méthode, par le management, par la politique productive de l'entreprise. Ce qui signifie que dans l'usine, l'ouvrier est privé de toute forme d'autonomie et de toute forme de liberté, finalement. C'est ça. C'est que plus il y a rationalisation du travail, c'est-à-dire plus il y a réduction du travail à des normes d'efficacité, et d'autre part, plus il y a mécanisation, eh bien, étant rempli ces deux conditions, hein, le travailleur est privé de toute forme d'autonomie dans son travail. Il ne décide de rien. Donc dans ce cas-là, on a déjà, vous voyez, une première réponse à notre question. Est-ce que le progrès technique nous libère du travail? Ben non. Il nous, il nous asservit dans le travail, puisque il nous contraint d'adhérer à des normes de plus en plus précises et de plus en plus contraignantes dans le cadre de notre travail. Finalement, il va vider tout ce que notre travail peut avoir de personnel, euh, tout ce en quoi le travail peut nous ressembler, tout ce en quoi il peut porter notre signature, si vous voulez. Ce point, on le reverra à la fin de la leçon, donc pour l'instant, je le laisse de côté. Alors, que dit Marx? Là, on a bien posé le problème, on y a aussi un peu répondu. Donc on va prendre phrase par phrase, hein. Première phrase, dans la manufacture pardon, et dans l'artisanat, l'ouvrier se sert de l'outil. Dans la fabrique, donc là il faut comprendre dans l'usine, il sert la machine. Donc vous voyez que déjà dans l'opposition, il y a un changement de forme verbale. Se servir de quelque chose versus servir quelque chose ou quelqu'un. Évidemment, la forme verbale réfléchie, se servir, ça montre que c'est vous qui êtes à l'origine du processus. Vous utilisez un moyen dans une fin que vous avez fixée. C'est ce qui se passe quand vous utilisez un marteau pour accrocher un cadre de votre, enfin, une photo de votre famille dans votre salon. Vous vous servez du marteau. Donc le marteau est votre outil, votre moyen. Et Marx nous dit, dans la fabrique, le travailleur sert la machine. Et vous voyez qu'ici, servir, on va pas du tout à la même idée. Servir, ça va être au contraire l'idée de la domesticité, voire de l'esclavage. Hein. Dans l'usine, l'ouvrier est l'esclave de la machine. Pour la raison qu'on a donnée plus tôt. En fait, il y aura une autre raison plus tard, mais essentiellement parce qu'il doit suivre le rythme de la machine. Plus tard, on se demandera aussi si c'est pas un peu dans l'idée que, de toute façon, euh, le travailleur n'est qu'un moyen pour les machines de produire davantage de machines. Ce point-là, on le met entre parenthèses, j'y reviendrai plus tard dans le texte. Donc, deuxième phrase, dans le premier cas. Donc là, on est dans la manufacture. Dans le premier cas, c'est de lui que procède le mouvement du moyen de travail. Dans le second, il doit suivre le mouvement du moyen de travail. Donc ça, je l'ai déjà expliqué, je reviens pas dessus. Hein. Dans le cas de la manufacture, c'est le travailleur qui utilise l'outil. Dans le cas de l'usine, c'est le travailleur qui est utilisé comme outil par l'écosystème technique que constitue l'usine, et plus précisément par la chaîne de montage. Donc c'est le travailleur qui devient instrument au service d'un complexe technique. Ligne 3, dans la manufacture, les ouvriers sont les membres d'un mécanisme vivant. Dans l'usine, il existe indépendamment d'eux, un mécanisme mort auquel on les incorpore comme des appendices vivants. Donc ici, vous avez une image qui est presque gore. C'est l'image du corps humain qui va être greffé de l'extérieur sur une machine. C'est-à-dire sur quelque chose qui n'est pas vivant. Alors, ce qui est un peu difficile dans cette phrase, c'est précisément l'opposition entre vivant et mort. Pourquoi est-ce que le mécanisme serait vivant dans la manufacture? Pourquoi est-ce qu'il serait mort dans l'usine? Ici, de quoi parle Marx exactement? Quand Marx parle de la manufacture, dans la première phrase que j'ai lue là, hein, donc dans la manufacture, les ouvriers sont les membres d'un mécanisme vivant, le mot mécanisme renvoie en fait à l'équipe des travailleurs. D'accord? Au fait que les travailleurs travaillent ensemble, en équipe. Ici, c'est à ça que renvoie le mot mécanisme. Mécanisme, c'est l'idée que même s'il y a division du travail dans la manufacture, parce qu'évidemment ça existait déjà, cette idée de division du travail, ça n'empêche pas qu'il y a une collaboration, il y a une coopération, il y a un dialogue entre les travailleurs. C'est-à-dire que le point de jonction, enfin, ce qui va faire un lien ou une jonction entre les travailleurs, ça va être
le dialogue. En tout cas, la présence face à face. Donc les membres d'un mécanisme vivant, ça veut dire simplement qu'on est membre d'une équipe et que cette équipe a pour finalité commune de produire un bien. Bon, c'est pour ça que Marx dit mécanisme vivant, c'est des gens, en fait. Dans la deuxième phrase, hein, je la relis, dans l'usine, il existe un mécanisme mort auquel on incorpore les travailleurs comme des appendices vivants. Ici, l'idée, c'est clairement que le point de jonction entre les travailleurs n'est plus le dialogue, n'est plus la parole, c'est la machine. Parce que précisément, toute l'usine est configurée autour de l'efficacité mécanique. Donc autour de la chaîne de montage, autour de finalement des machines qui vont faire obstacle au contact entre les travailleurs. Donc ici l'idée c'est que c'est pas l'ouvrier qui va se servir d'outils pour produire, c'est la machine qui va employer le travailleur pour travailler. Donc en fait, c'est la machine qui travaille. C'est la machine qui travaille, c'est-à-dire c'est la machine qui va enchaîner une série d'opérations complexes pour aboutir à la production d'un bien, d'un produit fini. Le travailleur, à l'inverse, va effectuer un travail mécanique. C'est-à-dire que le travailleur va être cantonné à une tâche simple et répétitive, toujours identique, qui sera évidemment épuisante et aliénante. Mais vous voyez le renversement qu'il y a entre le travailleur et la machine. Finalement, dans l'usine, on peut dire que c'est la machine qui travaille, parce que c'est la machine qui, quelque part, pose la norme de ce à quoi doit ressembler le produit, puisque finalement le travailleur il doit s'adapter aux différentes étapes de la chaîne de montage. Donc quelque part, tout le travail humain est fait en vue de la machine. Donc la machine fixe la norme du travail, la machine travaille en fait, et les ouvriers deviennent des machines. Dans le sens où les ouvriers servent simplement d'outils à la réalisation du produit fini par la machine. Il y a un renversement du rapport entre finalement le travailleur et l'instrument. C'est le travailleur qui devient instrument, et c'est l'instrument qui devient travailleur. Ça, évidemment, c'est pas sans conséquence sur le travailleur humain. Paragraphe 2. Le travail sur les machines bloque le jeu complexe des muscles et confisque toute liberté d'action du corps et de l'esprit. Alors, ici on a un point très très puissant. Marx fait allusion à l'idée selon laquelle, dans le travail, on pourrait se réaliser. C'est-à-dire que quand je suis menuisier, par exemple, quand je suis artisan, je dois réaliser toute une série d'actions différentes les unes des autres, qui vont requérir de mon corps et de mon esprit une certaine forme d'agilité. C'est-à-dire que le menuisier, il doit clouer, frapper, sonder, pousser, poncer. Il doit faire toute une série d'actions distinctes qui vont conserver une certaine forme de souplesse à son corps. Vous savez, je vais faire un parallèle bizarre, mais c'est un peu l'idée du crossfit. Toute l'idée du crossfit, pour ceux qui connaissent pas, c'est une pratique sportive qui consiste à mélanger plusieurs pratiques de musculation et à essayer de travailler un peu en même temps toutes les parties du corps, plutôt que de travailler séparément les biceps, puis le torse, puis les jambes, etc. Donc, au fond, le travail artisanal, il va exercer toutes les capacités du corps. Et de même, il va exercer toutes les capacités de l'esprit. Puisque quand vous êtes artisan, à votre compte, hein, mettez-vous à la place d'un menuisier, vous allez, vous allez concevoir votre marketing, vous allez faire une jolie plaquette qui décrit votre entreprise, vous allez faire toutes les actions différentes que requiert votre métier, et Dieu sait que pour faire un meuble, il y a quand même un certain nombre d'actions à réaliser. Donc vous allez avoir cette, cette liberté de jeu du corps qui va être activée ou qui va être actionnée de différentes façons. Alors que dans l'usine, c'est tout l'inverse. Une seule partie de mon corps sera réquisitionnée, par exemple mon bras droit qui va taper de façon répétitive sur un même produit toute la journée. Donc vous voyez que ici, encore une fois, il y a une mécanisation du corps, dans le sens où je ne pourrais pas développer toutes les... Alors, je reviens un petit peu à Aristote en fait, je pourrais pas développer toutes les virtualités de mon corps, mais mon corps va être réduit à une de ses parties. Donc en fait, ça c'est une idée vraiment centrale chez Marx, c'est l'idée que le travail industriel va transformer l'homme en abstraction. Il va prendre de l'homme qu'une petite partie. Je vous renvoie au travail qu'on avait fait en début d'année sur le concept d'abstraction, c'est un concept très important chez Marx. Marx veut dire que le problème du travail industriel, le problème du travail moderne de façon générale, c'est que le travail ne retient qu'une partie du travailleur. C'est-à-dire que le travail industriel, par exemple, considère le travailleur comme un simple bras, comme un bras mécanique qui pourrait toute la journée effectuer la même action. Mais un homme, c'est pas un bras. Un homme, c'est un corps entier,
qui a besoin de se développer, c'est un esprit qui a besoin d'imaginer, de lire, de penser, de rêver, etc. Et le travail ne retient qu'une partie de l'homme. C'est une des raisons qui font que ça me gonfle un peu quand alors, j'ai mes élèves, enfin quand les élèves que je peux avoir me disent bah au fond c'est un peu comme ce qu'on fait au lycée. Au lycée on travaille. Bah non, au lycée c'est pas du travail. C'est pas du travail essentiellement, alors pas parce que vous recevez pas de salaire, ça c'est pas la question, c'est pas du travail essentiellement parce que justement l'école essaie de développer tout ce que vous êtes. Votre corps, votre esprit, votre imagination, votre capacité de raisonnement, votre capacité d'abstraction. Tout en vous doit être développé. On vous prend comme totalité. Et on fait pas non plus abstraction de l'aspect émotionnel ou affectif qu'il peut y avoir dans la relation entre vous, entre les élèves, et d'autre part dans la relation entre nous et vous, entre les profs et les élèves. Parce que bien sûr qu'il y a aussi un côté affectif là-dedans. Il y a aussi un côté émotionnel. On n'est pas des robots, justement. Mais voilà, tout le problème du travail industriel, c'est qu'il ne retient de l'homme qu'une petite partie hein, de ce qu'il est. Phrase suivante, qui a confirmé ce que je raconte. Même l'allègement du travail se transforme en moyen de torture, dans la mesure où la machine ne libère pas l'ouvrier du travail, mais ôte au travail son contenu. Ça veut dire que, finalement, le pari qu'on avait fait dans le grand 1, à savoir l'idée que le progrès technique pouvait ou bien rendre le travail plus agréable, ou bien rendre le travail dispensable, hein, pouvait faire en sorte qu'on se passe du travail, ce pari n'a pas été tenu. Il n'a pas été tenu parce que finalement tout ce qu'a fait le progrès technique, c'est retirer au travail tout ce qu'il avait d'intéressant. C'est-à-dire justement la diversité d'opérations qu'on pouvait effectuer, CF l'exemple du menuisier, et il a gardé simplement la partie chiante, la partie pénible, désagréable, qui consiste à taper sur un moteur toute la journée. Donc finalement, le progrès technique a retiré au travail tout ce qui pouvait le rendre satisfaisant pour l'homme, l'idée qu'on était le créateur de quelque chose, l'idée que ce qu'on faisait pouvait servir à des hommes, euh, l'idée qu'on allait pouvoir activer toute une série de compétences variées, tout ça a été finalement balayé par le progrès technique. Donc le progrès technique finalement a rendu le travail pire et pas meilleur. Il nous a rendus plus esclaves, il nous a rendus moins libres dans notre travail. D'où la conclusion du texte de Marx. Ce n'est pas le travailleur qui utilise la condition de travail, mais inversement, la condition de travail qui utilise le travailleur. C'est seulement avec la machinerie que ce renversement arrive. Et on a compris pourquoi. Il n'y a que à partir du moment où on a une machine, c'est-à-dire un objet qui a une autonomie fonctionnelle, que finalement le travailleur peut devenir l'auxiliaire de son auxiliaire. C'est-à-dire finalement le serviteur de ce qui au début devait être son serviteur. Ça ne peut pas arriver avec l'outil, parce que l'outil, l'homme en a toujours la maîtrise. C'est toujours l'homme qui dirige l'outil, qui le fait servir à une fin qu'il a décidé lui-même, qui lui procure l'énergie dont il a besoin pour fonctionner. C'est moi qui tape avec le marteau. Avec la machine, tout cela change, bien sûr. Alors pour finir, on peut élargir un peu le propos, parce qu'après tout c'est un texte de Marx. Il faut savoir que Marx en a pas d'abord après l'industrialisation. L'industrialisation, c'est pas son principal problème. Son principal problème, c'est le capitalisme. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer une production industrielle qui n'asservirait pas l'homme à la machine. Mais le problème, c'est qu'on peut pas imaginer une telle situation dans le capitalisme. Parce que dans le capitalisme, le travail a pour fin le capital. Qu'est-ce qui se passe dans une usine, par exemple? Une usine, c'est du capital matérialisé. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est un ensemble de biens qui vont servir à dégager du bénéfice via un travail. Donc le schéma, si vous voulez, c'est capital, travail, capital. C'est-à-dire le capital se sert du travail, donc le propriétaire des capitaux utilise son travail pour produire plus de capitaux, c'est-à-dire pour dégager plus de bénéfices, donc pour pouvoir investir davantage, pour pouvoir acheter davantage de machines, louer la force de travail de davantage de travailleurs, et répéter l'opération à l'infini. Ce qui veut dire que dans le capitalisme, le but du travail, ce n'est pas la satisfaction du besoin, ce n'est même pas à la rigueur la consommation. Le but du travail, c'est l'accroissement du capital. Le capitalisme est un processus par lequel le capital cherche par tous les moyens à croître en aspirant le travail, en vampirisant le travail. Cette métaphore du vampirisme, on l'avait vu dans le chapitre sur l'État et la justice, qu'on avait étudié la critique marxiste de l'État. Là, on peut y revenir, effectivement.
Finalement, si on est esclave au travail, pour Marx, c'est pas d'abord la faute de la machine, c'est d'abord la faute du capitalisme. C'est parce que finalement, notre travail ne sert pas à des hommes et il sert à produire davantage de capitaux, que notre travail est esclave. Parce que justement, on est soumis à ces contraintes de rendement, d'efficacité, qui vont constituer notre travail en travail abstrait, ne retenir de nous qu'une partie de nous-mêmes, etc., etc. Enfin, tout ce que j'ai évoqué dans ce texte-là, au fond, il s'explique presque davantage par la logique capitaliste du bénéfice, enfin par la nécessité plutôt capitaliste du bénéfice, que par l'industrialisation. L'industrialisation a simplement fonctionné historiquement comme le bras armé de la logique capitaliste. Ça a été un instrument historique de développement et d'intensification de la logique capitaliste. Mais la racine du problème ne réside pas justement dans la mécanisation. C'est ça qui est un petit peu tricky. Bon, en tout cas, dans le cas de notre disserte, là je reviens à notre disserte, ce qui est important, c'est vraiment l'idée que euh, le travail industriel, enfin, avec le progrès technique qui se manifeste dans le travail industriel, on a clairement un asservissement du travailleur à la machine. C'est ça l'idée. Alors, il y a encore une idée qu'on n'a pas vraiment questionnée jusqu'ici, c'est l'idée de progrès. L'idée de progrès technique. C'est-à-dire, pour l'instant, on s'est surtout attardé sur la question de savoir si, finalement, le progrès technique nous rendait plus ou moins libres dans ses conséquences. C'est-à-dire, le progrès technique, c'est des machines toujours plus sophistiquées, toujours plus perfectionnées, ok, très bien. Qu'est-ce que ça a comme conséquence sur notre travail? Mais il y a une question qu'on s'est pas posée, c'est est-ce que finalement, l'idée même que le progrès serait souhaitable est juste? C'est-à-dire, au début de la leçon, on a dit le progrès, c'est quand les choses s'améliorent, quand les machines deviennent plus efficaces, dans le cas du progrès technique, hein, c'est quand ça va mieux, et ça va de mieux en mieux en mieux en mieux. Bah, finalement, il y a une question qu'on s'est pas posée, c'est est-ce que le progrès technique, c'est toujours une bonne idée? Est-ce que des machines toujours plus efficaces, c'est toujours une bonne idée? Et est-ce que le concept même de progrès, ce serait pas un piège, ce serait pas un leurre? On verra ça avec le texte de Baudelaire dans le Petit C.